J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter quelques éléments sur les recommandations de l'infertilité masculine. Ces recommandations ou ces propositions ont été élaborées par le groupe de travail qui est inscrit devant vous. Donc moi-même, professeur Alami, Redouane, Mouatez, Belhnesh, Jinnan, et le groupe bien sûr a été formé par le président de l'association, le docteur Mustafa Mcharqi. Donc ce groupe a eu un ensemble de réunions et de débats autour de comment faire pour élaborer ces recommandations. Et donc l'idée initiale, comme a dit monsieur le professeur Belhnesh, émane d'une discussion avec Charlotte et les membres de l'association. C'est de là que l'idée donc a émergé. Et donc on s'est mis d'accord pour commencer par un petit peu avoir si on veut, les besoins des praticiens en matière d'infertilité masculine. Puis à travers ces besoins, on a fait une petite recherche bibliographique à travers d'un certain nombre de mots-clés. C'est une petite liste qui n'est pas exhaustive. Puis après, on a classé les articles, on a revu les recommandations des différentes sociétés savantes, on a classé tout cela et on est là pour valider avec vous les recommandations. Donc la première étape a été, à travers les besoins des praticiens, de voir ce qu'ils veulent. Donc ils veulent des situations cliniques. Que faire dans une situation clinique qu'ils rencontrent dans sa pratique quotidienne? Et ces situations, on les a classées en nasoospermie obstructive, non obstructive, les hypogonadismes et les différentes oligospermies, asténospermie, tératospermie, etc. On a commencé par l'azoospermie obstructive, c'est celle qu'on va vous exposer. Et la première question a été: quand affirmer une azoospermie? La réponse a été discutée hier pour retenir les 2 spermogrammes espacés de 3 mois. Donc on va rajouter ce qui a été dit aujourd'hui et répété par c'est le laboratoire qui est important, donc le même laboratoire ou le laboratoire correspondant ou référent. On va essayer de trouver la bonne formule. La deuxième question, c'est quel bilan clinique initial? Donc ça a été bien détaillé ce matin avec Charlotte, l'anamnèse complète, où je reprendrai peut-être les termes de Charlotte, l'enquête policière, comme elle dit. Donc voir si c'est le caractère primaire, secondaire, les différents antécédents, les consommations de toxiques, l'exposition professionnelle et tout le reste. Et puis bien sûr un examen général qui est assez détaillé. Histoire andrologique, tu prends tes notes, Kabir? Oui, vous pouvez intervenir à tout moment, hein, sans... On va rajouter... S'il vous plaît, avec le micro. Peut-être qu'il faut ajouter l'histoire andrologique au lieu de la chirurgie antérieure pour que ça paraît plus, parce que c'est tout un chapitre. Oui. Très bien. Donc on va rajouter histoire andrologique. Examen clinique, on a dit examen clinique général, examen des seins, examen pénien, examen scrotal, évaluer les caractères sexuels secondaires, rechercher des signes d'hypogonadisme, une gynécomastie, évaluer le volume des testicules cliniquement, surtout la consistance, évaluer l'état des épididymes, les canaux déférents, est-ce qu'il existe ou pas, quel est leur état, rechercher une varicocèle clinique, évaluer également s'il existe des signes cutanés comme un eczéma qui pourrait influencer la spermatogénèse. Troisième question, quel bilan biologique minimum face à une azoospermie? Donc, on avait proposé bilan hormonal FSH, LH, inhibine et testostérone et les marqueurs biochimiques du sperme dans les situations suivantes. Si vous avez sur le spermogramme une diminution du volume de l'éjaculat, s'il existe des anomalies du pH et l'importance des marqueurs biochimiques du sperme, c'est pour enseigner un petit peu sur l'obstacle, le niveau de l'obstacle. Oui, attends, micro. D'emblée FSH, testostérone, et si jamais le testostérone est bas, c'est là on enchaîne. Très bien. Qu'en est-il du bilan infectieux? Oui.
Vous parlez de la spermoculture, c'est ça? Non. Même Flazo, on peut rechercher s'il y a des antécédents d'urétrite, de faire un bilan infectieux à la recherche de chlamydia, mycoplasme. Ils peuvent Alors ça serait entraîner une initial. altération. Le bilan infectieux. Ça, c'est le bilan initial, c'est-à-dire vous le voyez le premier jour. Est-ce qu'il faut d'emblée rechercher ou bien faire un bilan initial et sur la base de cela, peut-être demander autre chose? On en a discuté en préliminaire avec nos amis français hier et on avait convenu que si il y avait leucospermie, s'il y avait des signes inflammatoires au niveau du sperme, peut-être engranger juste après une spermoculture, mais pas le demander systématiquement. Sachant que les ne sont pas positives, il y a juste 30 à 40% des leucospermies donnerait une bactériospermie positive. Il y aura beaucoup d'inflammations secondaires sans infection, sans oublier les germes intracellulaires aussi qui n'apparaissent pas dans les cultures. On continue. Donc ça, c'est si vous voulez, le déroulement logique face à une azo excrétoire. On va tomber dans l'obstructif. Donc on commence ce bilan initial. Maintenant, comment faire pour justement affirmer que c'est obstructif? Alors, on propose l'échographie scrotale systématiquement. Elle va explorer le volume du testicule, voir les épididymes, est-ce qu'il y a des microcalcifications testiculaires, et éventuellement compléter par un Doppler s'il y a une varicocèle clinique, ou bien pour confirmer la présence d'une varicocèle si l'examen physique pose des problèmes. Et puis, l'échographie transrectale, si le volume du sperme est bas, et dans ce cas, on l'a fait pour rechercher s'il y a un kyste qui bloque l'éjaculat. Pas de remarques? Charlotte, c'est bon? C'est bon? Ok. Nous n'avons traité que l'azoospermie obstructive. C'est ce qu'on a Absolument. fait pour ce. Il y aura plusieurs modules, mais celui-là est dédié à l'azoospermie obstructive. Bien, donc on a abouti maintenant au diagnostic d'azo-obstructive. Il faudrait à cette étape de définir le niveau de l'obstruction, épididymaire, différentiel ou canaux-éjaculateur. Donc on revient sur l'histoire clinique, sur l'interrogatoire. On voit est-ce que sur le dossier, est-ce qu'il a parlé de cure chirurgicale de hernie de laine, est-ce qu'il a été vasectomisé ou autre chose. Revoir également son examen clinique, l'examen de l'épididyme, rechercher un nodule tuberculeux vu le contexte marocain, ou un autre type de nodule épididymaire d'origine infectieuse, repalper les déférents, et puis également voir la biochimie du liquide séminal couplée à l'échographie pour préciser le siège de l'obstruction. Oui. Faut pas négliger, oublier les antécédents chirurgicaux. Il y a eu pas mal d'accidents après les cures d'hernie. Donc, il y a quand même, ouvrir une petite parenthèse là-dessus, et dans l'examen clinique, s'intéresser aux cicatrices abdominales. Et donc ajouter les cicatrices opératoires. Très bien. Donc, on a un niveau, on a une azo, on sait qu'elle est obstructive, on a un niveau. Maintenant, quelles sont les indications tenant compte de ce qu'on a? Alors, il faudrait tenir compte des antécédents pour aller vers le déférent, s'il y a des antécédents de vasectomie par exemple. Se fier à la clinique sur la trophicité des testicules et l'état de l'épididyme, sur l'âge de la femme. Donc, il y a une indication de reperméabilisation si la femme est jeune. Et pour les femmes plus âgées, puisque on va pour rechercher, faire la reconstruction, c'est indiqué.
pour reconstruire la voie génitale, mais aussi pour prélever et congeler les spermatozoïdes. Et puis, également, se fier à l'échographie, s'il y a un kyste, faire un traitement endoscopique. Là, j'aimerais bien que nos amis gynécologues réagissent par rapport à cette attitude. Ah, je vois Frédéric là. En fait, ce dont on avait discuté hier, c'est que ça dépendait du statut de la fertilité de l'épouse. Puisque si la patiente avait une indication obligatoire à la FIV, parce que justement, elle avait par exemple une antécédente de sapingectomie bilatérale, là, la reconstruction n'est pas forcément nécessaire et que dans ces cas-là, autant aller à la biopsie pour faire la FIV après. Puisqu'on avait dit que certains hommes, finalement, étaient assez contents d'avoir une entre guillemets vasectomie naturelle pour pouvoir garder une sexualité après assez détendue. Donc on avait dit femme jeune parce que possibilité de fertilité naturelle, donc sous-entendu à bilan de fertilité normale, ou femme plus âgée parce que justement les traitements de PMA n'apporteraient pas forcément un bénéfice majeur sur la fertilité de ce couple. Par contre, il faut toujours miser sur une possibilité de grossesse naturelle. Et donc chez des femmes plus âgées, ça peut être justement intéressant de pouvoir reconstruire pour leur offrir la voie de la fertilité naturelle. Mais là encore, si la patiente a une fertilité naturelle potentielle, et pour rappel, on avait dit que les insuffisances ovariennes, en général, n'étaient pas un frein à la fertilité naturelle, mais un frein à la fertilité in vitro. Pardon, je voulais juste avoir une question précise sur la réussite de la reperméabilisation chirurgicale. Quel est le taux à peu près? Les chiffres qu'a donné Charlotte c'est comme la ce matin, chirurgie, la microchirurgie des trompes. Ouais, alors je sais pas qui parle, mais ok, voilà, je peux pas ne pas me lever en fait. C'est sur la chirurgie des trompes ou sur la chirurgie de la voie séminale que tu veux des réponses? La voie séminale, j'ai dit c'est comme la trompe à peu près. Ah non. La voie séminale, c'est une chirurgie qui fonctionne bien avec 65 à 70% en fait ensuite de spermatozoïdes nombreux retrouvés dans l'éjaculat. C'est sous dépendance en fait du type d'obstruction. Quand on a des obstructions assez simples, type post-vasectomie, on a des très bons résultats. Ensuite, c'est différent quand c'est des obstructions qui sont sur l'épididyme, parce que là, ça va vraiment être en fonction du type d'obstruction épididymaire. Typiquement, les germes intracellulaires, ça va donner des obstructions qui sont plus fibreuses, sur lesquelles, oui, il y a le bénéfice à la reconstruction est très 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 faible, mais sur des obstructions qui sont dues à des germes type gonocoque, tu as des très bons résultats. Donc, non, les résultats, ils sont variables en fonction de la cause. Et sur une chirurgie de réversal vasectomie, tu as des résultats à 70%. Donc, c'est très bien, quoi. Voilà, on ne peut pas dire que c'est 10%. Donc ça veut dire que ça vaut le coup d'y aller quand la femme est jeune. Merci. Merci Frédéric. Ça peut ajouter l'âge du mari aussi en... Pourquoi c'est l'âge du mari? متى مثله؟ لا بلاش كهرباء. Tu veux mon âge ou quoi? Je repère bien. L'âge du mari aussi, à partir d'un certain âge, il y a une augmentation de la fréquence des anomalies génétiques chez l'enfant. Donc, quand l'âge du mari, l'étude a été faite, la schizophrénie est multipliée par 8 chez l'enfant. Et puis d'autres maladies que donc automatiquement l'âge du mari peut rentrer dans cette conception. Justement, j'ai pas vu beaucoup de choses dites à propos de l'âge du mari. J'ai reçu il y a un mois un couple du Canada où il y a une différence d'âge entre la femme et le mari. On lui a fait une vasectomie. Ça fait 2 ans qu'ils sont mariés. Dès le départ, ils sont partis voir les médecins. Ils lui ont fait une vasectomie pour qu'il n'ait pas de grossesse avec cette femme. Et on lui a fait une ICSI il y a une quinzaine de jours. Pour dire, est-ce qu'à ce point, il y a indication
à refuser des grossesses pour des gens relativement âgés. Est-ce que l'âge est si nocif que ça? Alors, justement, Marc, s'il a eu une vasectomie, c'est qu'a priori il était d'accord. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas vasectomisé parce qu'il avait 60 ans. Il est passé apparemment devant 2 commissions qui ont dit vasectomie. Et le gars, on le voit, il a 68 ans, mais il paraît vraiment en bonne forme. Oui. Après, moi, là où je rejoins mon collègue, moi j'avais étudié justement la question de l'âge paternel. Et en fait, alors, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est si on veut que ça marche, plus l'homme est âgé, plus la femme doit être jeune. Ça, c'est un principe de base. C'était le cas. Après, effectivement, il y a de plus en plus de troubles d'exclusion parce que le problème, c'est que cet enfant, quand il va naître, son père aura donné 70 ans. L'espérance de vie, on va lui donner large 82 ans. C'est-à-dire qu'à 12 ans, cet homme se destine a priori à être orphelin. Voire à 18 ans, au moment où il va se construire, à devoir gérer un père potentiellement qui peut avoir des problèmes de démence à gérer, et qu'à 18 ans, quand on construit sa vie, on a autre chose à faire que de s'occuper d'un père qui va être très malade. Et du coup, effectivement, ça augmente les troubles psychiatriques, ça augmente le risque d'addiction, ça augmente le risque d'exclusion sociale, et sans compter toutes les maladies orphelines génétiques qui ressurgissent à partir de 70 ans. Est-ce que c'est un avenir souhaitable pour un enfant? Ça, c'est la place d'un comité d'éthique. Ce n'est pas la place du médecin. Mais le médecin peut quand même dire, est-ce que je rends vraiment service à cet enfant à naître de lui offrir cet avenir-là? Et c'est la grande discussion qu'on avait eue. Et en France, la limite d'âge a encore été modifiée, c'est 60 ans. En France, la PMA est autorisée jusqu'à 60 ans. Oui. Maintenant, si un couple vient nous voir parce qu'il a 70 ans et qu'il est avec une jeune de 25, on ne va pas le vasectomiser pour autant. C'est-à-dire que normalement, il a son mot à dire. Mais voilà, après la question c'est, techniquement on peut le faire. Est-ce que humainement on doit le faire? C'est une autre question. C'est vrai que c'est un comité justement, un comité d'éthique. Moi, je me rappelle, il y a eu une réunion, il y a de ça presque une trentaine d'années à Paris, où c'était les 3 religions qui étaient là pour parler justement de ça et l'apport de l'échographie, l'apport des examens dans ce cadre-là. Et c'est vrai que c'est un comité d'éthique. Est-ce que nous, on a le droit aussi de... Nous, le comité d'éthique, il n'est pas lié aux religions. Il y a eu une réunion il y a 30 ans sur la question de la filiation, sur le don d'ovocytes, le don de sperme, avec effectivement les 3 grandes religions à Paris, où il y a l'équipe de M. Friedman qui avait participé. Oui, et donc je me rappelle très bien, parce que je connaissais très bien, je m'entendais très bien avec le docteur Atlan, qui était en charge justement de la question, donc avec qui on a beaucoup discuté, parce que c'est un monsieur qui est passionnant sur toutes questions de théologie. Par contre, ils n'ont pas discuté de l'âge du père. Et par contre, l'âge du père, encore une fois, il a été discuté avec des pédopsychiatres, avec justement des médecins, des généticiens. Et nous, on a mis un cut-off de PMA donc à 60 ans. Les deux, après, on n'interdit pas aux gens de se reproduire. Je veux dire, si à 70 ans ils veulent se reproduire, c'est leur choix. Maintenant, est-ce qu'on doit les aider? C'est une autre question. Donc, moi, à 68 ans, je suis surpris du discours, parce que le Canada, je connais aussi très bien. Je connais beaucoup de médecins au Canada. On ne vasectomise pas sur âge. Moi, j'étais étonné également. Non, mais après, il faut se méfier de ce que certaines patientes racontent. Parce que pour être opéré, surtout au Canada, où c'est comme aux États-Unis, vous signez un consentement informé, comme quoi vous donnez votre accord. Parce que si vous êtes vasectomisé contre votre gré, le chirurgien et la clinique lui versent 14 millions de dollars de dommages à intérêt, donc c'est terminé. Donc dans ce qu'il a dit, est-ce que tout est réel? Point d'interrogation. Est-ce qu'il était vasectomisé d'une précédente union? Possible. Il a rencontré sa jeunette? Possible. Maintenant, encore une fois, la question de l'âge, c'est effectivement si quelqu'un veut faire une connerie, est-ce qu'on est forcé de l'aider? Après, c'est la définition, parce que je ne doute pas que ce couple a une réelle envie d'avoir cet enfant. Ce qui se comprend complètement, ils ont envie d'enfanter, ils s'aiment, pourquoi pas. Le problème, c'est en fait, ils vont avoir un enfant qui va être très heureux pendant quelques années, mais son futur derrière risque d'être quand même particulièrement violent. La différence entre le droit à l'enfant et le droit de l'enfant, donc eux, ils adoptent à château. Docteur Sadani vient de me rappeler un cas pour lequel on a fait une biopsie testiculaire. Le père, il avait 70 ans, donc il y avait grossesse, et il est mort 2 ans après.
Donc, d'accord. Très bien. On continue. Juste. On mettra un chapitre en âge du mari ou du conjoint, mais avec point d'interrogation. Je pense qu'il faut approfondir la réflexion et l'harmoniser avec les textes marocains et voir un petit peu. D'accord. Autre chose, je pense, Rachid, il faut préciser à côté des kystes. Oui. Localisation, kyste. Je parle de l'utricule. Ah non, il faut le préciser. D'accord. Voilà. Utriculaire, l'utricule. Donc il faut le préciser sur la diapo. D'accord. Très bien. Oui, on avance. Donc, maintenant, on est arrivé donc, au diagnostic, le niveau. Comment réaliser la reperméabilisation? On s'est dit utiliser le microscope. S'il n'est pas disponible, on peut accepter loupe grossissante x6. Réaliser en même temps le prélèvement de sperme épididymaire, congeler obligatoirement, opérer un côté à la fois et prendre en considération le niveau de l'obstacle, niveau épididymaire, donc anastomose épididymaux différentiel, obstacle différentiel, anastomose termino-terminale. Et puis, bon, ça c'est une répétition. Pour les canaux éjaculateurs, c'est plus l'endoscopie que la chirurgie ouverte. Une réaction, Charlotte? Je sais que tu ne préfères ne pas congeler en même temps, c'est ça? Il y a une problématique dans votre arbre diagnostique là, parce qu'on est sur de l'azo secondaire, ok? Donc l'azo secondaire, on peut opérer, on peut s'amuser à faire ce qu'on veut. Sur l'azo qui n'est pas secondaire obstructive, on a oublié de parler de la génétique. Hein. Ces patients qui ont une azo obstructive primaire, le premier truc à faire, enfin, après le bilan, les 2 spermogrammes, l'échographie, c'est d'aller faire de la génétique avec le screening du gène CFTR. Et en cas de CFTR négative, éventuellement, on va rechercher la DRG2. Hein, donc voilà, il faut rajouter un petit chapitre azospermie non obstructif primaire. Je fais le bilan biologique, je fais l'échographie, etc. Et je fais le bilan génétique. J'ai une azo secondaire. Je réfléchis avec l'âge de la femme, le lieu de l'obstacle, et je vais opérer, je vais congeler plus ou moins. Voilà, ça dépend des écoles, ça dépend de ce qu'on peut faire. Oui. Testiculaire, non pas épididymaire, il comporte beaucoup moins de fragmentation d'ADN. Et ça, c'est l'avis des biologistes. Il est à côté de moi, il n'a qu'à répondre. Ouais. On a une petite expérience sur l'épididyme. Moi, je ne sais pas, on n'aime pas beaucoup, alors, comparativement au sperme testiculaire. C'est une observation personnelle, il n'y a pas d'écrit dessus. Je ne sais pas quelles sont les expériences des uns et des autres. Là, je pense que c'est simple et c'est clair là-dessus. En fait, on sait que ce soit en testiculaire, en épididymaire, on va avoir des résultats qui sont grosso modo à peu près équivalents. C'est beaucoup plus simple pour les biologistes de travailler sur l'épididymaire. Ensuite, voilà, vu qu'on va travailler sur l'épididymaire, là, on prélève, et puis on va pas prendre la première seringue de sperme épididymaire où effectivement ils sont les uns contre les autres hyper fragmentés. On va un petit peu masser le testicule pour trouver des spermatozoïdes qui sont un peu plus précoces au niveau de l'épididyme. Et quand on est à ce niveau-là, en fait, ça vaut le coup d'aller faire une petite biopsie testiculaire en même temps. De toute façon, on sait qu'elle va être positive, donc autant se congeler un peu d'épididyme, un peu de testicule, quoi. Voilà. D'accord. On peut faire une mixture, on peut ajouter épididyme et testicule. Très bien. Donc, épididyme après massage. On a dit après massage, c'est ça? Migration des spermatozoïdes. Très bien. Très bien. Très bien. En supposant que l'épididyme, il y a une inflammation
ou une infection ou quelque chose, on dit on a le testicule. Nous, dans les échecs, on va analyser les échecs d'une série de FIV. On va se dire, tiens, cette fois-ci, l'épididyme n'a rien donné, essayons le testicule, probablement. On va raisonner de cette façon. On aura au moins dans le container les deux options. C'est tout. Très bien, donc c'est noté. Alors, dernière question, est-ce qu'il y a une indication des techniques de procréation médicale? Alors, on a dit, enfin, on vous propose que d'abord, toute azoospermie obstructive relève d'une prise en charge spécialisée, en équipe, comme ça a été dit ce matin. Et puis, le désir du couple est décisif. Troisièmement, elle est indiquée dans l'azo-obstructive s'il y a une indication féminine, c'est-à-dire il y a une nécessité pour la femme, et puis dans les échecs de reperméabilisation. Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque ou que... Oui. Entre... C'est bon. C'est la dernière question. Donc, il manquerait peut-être, je pense, oui, ça. Allez-y. Dans l'azo non obstructif, c'est un autre chapitre, c'est ça? Oui, c'est un autre chapitre. Qu'on va faire ultérieurement. Donc, on va peaufiner déjà cette partie-là. Et je suis heureux qu'il y ait une participation plus large que celle des urologues, ce qui est une très bonne chose. Donc, je voudrais donner le mot de la conclusion à mon maître professeur Kharissa. J'aimerais qu'il clôture et qu'il donne la parole à qui voudra après. Merci Zakaria. Tout d'abord, je suis heureux d'avoir assisté à cette journée. Quand j'ai vu le titre il y a quelques semaines, je me suis dit, nous, urologues, qu'est-ce qu'on va apporter en plus de ce que nous faisons avec nos domaines, c'est-à-dire intervenir pour reperméabiliser ou intervenir pour faire la cure d'un varicocèle. Et je suis content qu'il y ait eu quand même le point de vue multiple, biologiste, urologue et gynéco. C'est une excellente initiative. Ce qui manquerait, à mon sens, c'est carrément une checklist de gestes qu'il faut faire. Ne les dédaignez pas, ne réagissez pas en hyper spécialiste. Pensez que vos recommandations vont servir aux résidents, vont servir à l'interne, vont servir peut-être aux médecins généralistes pour l'orienter. L'autre point, il faut absolument qu'on ait des laboratoires référents. Que ce soit à Casablanca, vous avez la chance d'en avoir. À Rabat, on en a 2 ou 3. Mais en fait, ils ne travaillent pas en réseau. Or, on a besoin qu'il y ait un réseau. Ce qui manquerait, entre guillemets, mais qu'il faut absolument développer à Rabat, c'est la recherche génétique. Les laboratoires de l'INH, de la faculté, sont là, ils sont prêts. Mais nous butons tous contre le coût. Le malade, quand il vient chercher la solution miracle. Si vous lui dites, on va vous faire un bilan génétique pour vous donner un conseil, il hésite à aller au laboratoire. Et pour ça, il faut absolument sensibiliser la communauté des malades demandeurs d'enfants. Oui, je sais qu'elle est là, elle m'écoute, elle me suit des oreilles et des yeux. Parce qu'il faut la main dans la main de tout le monde pour qu'on puisse avancer. Je remercie Mustafa Bcharqi parce qu'il nous a ramené à Rabat beaucoup de collègues casablancais. Il y a certains, ça fait des années que je ne les ai pas vus. Ça me fait plaisir. Et maintenant, je pense qu'il faut continuer. Il faut bien affiner cela. Et avant de passer à autre chose. Je vous remercie. Je passe la parole au président Bcharqi.
Et merci à Frédéric et à Charlotte.